On va revenir avant Mathieu sur cette attaque au couteau que vous allez nous disséquer, si vous permettez l'expression, en tout cas le parcours de cet homme de 32 ans. Donc cette attaque au couteau, gare de Lyon, que nous avons évoquée avec Mathieu. Au-delà de cette attaque précise, il y a de quoi être surpris. On va voir avec vous toute la naïveté française qu'il y a derrière ce fait grave. Oui, parce que évidemment, l'attaque elle-même, quand on la regarde, comment elle s'est passée, comment ça s'est passé, elle était imprévisible. De fait, il a acheté son couteau, son marteau, il était arrivé la veille, il l'a acheté gare de Lyon et il intervient. Bon, donc c'était pas prévisible en soi. En revanche, quand on regarde comment s'est passée cette attaque, le profil de cet homme, on comprend qu'elle est malgré tout le résultat d'une situation que nous peinons à mesurer exactement. Mathieu a abordé la question psychiatrique. La seule manière dont on regarde cette attaque est la question de la haine qu'il a construite de vidéo en vidéo, parce qu'on en a vu une, mais il y en a des dizaines, et de jour en jour, et c'est construit, c'est ce qu'il dit, et il y a des gens qui ne prennent pas de médicaments pour je ne sais quelle maladie psychiatrique, qui tiennent ce discours-là, et qui l'assument. Et on voit, il y a 3 points, notamment, alors je me détache un peu de l'attaque elle-même, mais que l'on retrouve dans cette attaque. Un, c'est la situation de la gare de Lyon. Alors je pense qu'on pourrait le faire avec beaucoup de gares, mais la situation de la gare de Lyon et notamment du hall 3 de cette gare de Lyon. Derrière le hall 3 où s'est passée l'attaque, il y a une place qui s'appelle la place Henri Freinet. Et ça fait des mois et des mois que les riverains expliquent que cette place, qui s'est déplacée dans une certaine mesure dans ce fameux hall 3, est un collectif de... Alors vous avez des migrants, des sans domicile fixe, tout ça avec du trafic de drogue, de l'alcool énormément, des insultes, des menaces, des odeurs abominables sur la place et dans ce hall 3, puisque c'est conjoint, et des personnes qui vous expliquent qu'elles n'osent plus rentrer chez elles le soir, qu'elles n'osent plus sortir le matin, et qui alertent. Je vous lis le début d'un tweet d'un collectif de riverains, parce qu'il y en a plusieurs de cette place. Il y a plusieurs collectifs de riverains de cette place qui s'inquiètent. Ça veut dire où on en est. Le 18 mai 2023, ils commencent et ils expliquent: le climat sur la place se dégrade encore. Bagarres, nuisances sonores, alcool, trafic de drogue, vols, menaces, insultes. On est le 18 mai 2023 et ce collectif annonce des actions pour sensibiliser les pouvoirs publics à la situation sur cette place. Depuis le 18 mai, il ne se passe rien. Alors il y a quelqu'un qui travaille dans la gare de Lyon qui m'a expliqué que dans le fameux hall 3, il y a eu une réaction, je veux être parfaitement juste, il y a une pancarte qui a été apposée dans ce hall 3, inscrit: cet espace est réservé aux voyageurs. Bon, c'est une réponse assez peu convaincante probablement pour les gens qui sont là et qui ont établi domicile, mais à force, les agressions arrivent. Il y en a régulièrement. Quand on parle de menaces et de menaces quotidiennes à ces endroits-là, eh bien, ça n'étonne pas grand monde. Ça ne dit pas grand-chose de l'attaque telle qu'elle s'est passée. Par contre, il pourrait y en avoir d'autres. Il y en a déjà eu qui n'ont pas attiré notre attention. Et voilà quelle est l'ambiance, on va dire, à cet endroit-là. La deuxième chose, c'est l'attaque au couteau. L'attaque au couteau, on dit ça, attaque au couteau. Bon, attaque au couteau, elles ne sont plus les attaques à l'arme blanche hors famille, on va dire, elles ne sont plus comptabilisées depuis la disparition surprise en 2020 et qui n'a jamais vraiment été très bien expliquée de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, qui se basait sur des chiffres de l'INSEE qui étaient des enquêtes de victimation. Vous savez, c'est les enquêtes qui rendent assez précises certains chiffres, parce que si vous ne vous placez que du côté police ou gendarmerie, vous n'avez que les gens qui ont porté plainte, donc c'est pas exactement... Bon voilà, entre les deux, vous avez une idée. Entre 2015 et 2017, il comptabilisait 44 000 victimes à l'arme blanche hors cellule familiale, hors personnes qu'ils connaissent. Et ce décompte-là n'existe plus. Ça fait 120 attaques au couteau par jour. C'était le fameux chiffre qui était ressorti. Depuis, nous n'avons plus ce décompte-là, il n'existe plus. Valérie Boyer avait posé la question au gouvernement actuel, enfin celui d'avant, mais ce gouvernement-là, cette majorité-là, et il lui avait été répondu qu'il était difficile de le comptabiliser. Mais bon, c'était comptabilisé avant, alors évidemment avec une imprécision liée au mode au mode de comptage. Mais n'empêche qu'on a supprimé le mode de comptage. Il n'empêche que la réalité, elle existe toujours. Donc là, on s'est attardé beaucoup sur cette attaque au couteau. Il y a 3 personnes blessées, dont une grave, mais il y en a beaucoup par jour. Ensuite, la troisième chose, c'est le fameux profil de déséquilibré. Avant d'analyser la question du déséquilibre, on a bien compris dans le week-end que cette information était censée rassurer tout le monde. Il y a 3 coups de couteau, d'accord, il y a 3 blessés, dont un grave, d'accord, mais il est déséquilibré. Je ne vois pas ce que ça a de rassurant, mais ça avait l'air de l'être. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend dans le profil de cet homme? Qu'il a reçu la protection de l'Italie. Et là, en l'occurrence, je m'extrais de l'Italie parce que c'est la protection de l'Europe, c'est vrai aussi en France, en raison de, je cite, la violence dans la région d'origine,
Là, ça concerne l'intégralité de son pays, du coup, j'imagine. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Et deuxièmement, de la fragilité liée à la grave pathologie dont il est affecté, en l'occurrence psychologique. Donc lui, l'état de notre psychiatrie en France ne le concerne pas directement. C'est pour ça que je me dis, je m'extrais de cette histoire, mais on retrouve ça dans l'histoire aussi. Pourquoi ? Parce qu'il était arrivé la veille, donc l'état de notre psychiatrie ne rentre pas trop en compte. Mais jusqu'en 2010, le coût même si vous avez la médecine dans votre pays d'origine, si vous n'avez pas les moyens de vous le payer dans votre pays d'origine, c'est une raison de protection d'asile. Depuis 2010, parce que le Conseil d'État en a décidé ainsi. Donc, vous accueillez tout le monde. On apprend quoi en France ? Jusqu'en 2018, les pathologies les plus déclarées pour obtenir la protection étaient les troubles mentaux. Depuis 2020, ça a été dépassé par les maladies infectieuses, mais vous avez toujours plus de 17% de ces protections accordées qui le sont pour des pathologies mentales. Et la CIMAD, la fameuse CIMAD, nous apprend qu'en 2020, vous avez 16 000 avis favorables pour les pathologies. Donc, ça veut dire, si vous prenez le pourcentage, ça fait 2700 personnes qui sont autorisées à rester et qui sont atteintes de troubles psychiatriques. Mais ça fait que 35% des gens qui, de toute façon, restent pour les raisons que nous explique Dimitri. Ça fait beaucoup de monde dans un pays qui multiplie les assises de la santé mentale et entend jour après jour des soignants, des familles, des patients nous expliquer que nous avons un système absolument débordé. Donc moi, j'appelle plus ça de la générosité, mais de l'orgueil irresponsable, parce qu'à la fin on nous dit oui, il était déséquilibré, mais nous n'avons plus les moyens d'accueillir ces personnes-là. Donc voilà tout ce qu'on comprend, on va dire, au-delà de cette attaque-là en particulier. Justement, au-delà de cette situation dans le pays, qu'est-ce que son profil révèle, plus particulièrement sur l'absence de considération pour les conséquences politiques que nous menons ? Là, dans les réactions officielles, il y avait un déni absolu de ce qui nous arrivait. C'est pas la première fois, et Mathieu s'est beaucoup attardé dessus. En effet, on nous dit c'est pas terroriste. C'est pas terroriste, mais de toute façon, même quand c'est terroriste, le déséquilibre prime. Confère l'attaque de Bir Hakeim, où il avait déjà été condamné. Donc jugé apte à être condamné. Donc d'accord, il y avait un déséquilibre psychiatrique et des médicaments qui étaient pris. Mais il avait été jugé par le psy qu'il avait examiné, apte à se retrouver devant un tribunal et à être condamné. Mais c'est pas grave, là en l'occurrence c'était terroriste de manière évidente, mais c'est pas grave, c'était quand même un déséquilibré. Par ailleurs, en vertu de ce que je viens de dire et de notre politique d'accueil sur le déséquilibre même est une question politique. Quand ça vient de personnes étrangère. C'est une question politique, c'est comme ça. Je ne demande pas qu'on réponde tous de la même manière, mais il faut accepter de la poser. La deuxième chose, c'est qu'on comprend ces derniers jours que beaucoup ont jugé qu'il était plus déséquilibré que porteur d'une haine contre la France. Mais devant le nombre de vidéos qui sont sorties sur son discours construit, son déséquilibre est assez anecdotique dans les jours qui ont précédé, les mois, les années qui ont précédé l'attaque. Donc on comprend que le déséquilibre est une variable d'ajustement du discours en réalité. Et par ailleurs, il était psychiatriquement atteint et anti-France à un degré inimaginable. Et là, on a M. Nunez, préfet de police de Paris, qui arrive et qui nous dit « Oui, mais rassurez-vous, il avait un titre de séjour en Italie qui était, je cite, tout à fait valable ». Mais là, encore une fois, il y a une question profonde qui se pose. Et d'accord, il était en Italie, il avait le droit de circuler, tout ça est parfaitement vrai. Ça ne résout pas le problème et il n'y a pas 3 blessés de moins pour autant. Et par ailleurs, sur le terrain médiatique, honnêtement, la vraie information qui a circulé dans la journée de samedi, le jour de l'attaque, c'était la levée de sa garde à vue pour raison psychiatrique. Là, tout le monde a fait « Ah bah vous voyez ». Alors j'explique juste en 4 secondes ce que c'est une levée de garde à vue pour raison psychiatrique. Cet homme a des médicaments. Je note que c'est une seule amalgame qu'on fait. On connaît tous plein de gens qui prennent des médicaments sur le terrain psy. Marc nous en parle suffisamment souvent et qui ne tuent personne, jamais. Mais cet amalgame-là, c'est open bar, apparemment. Bon, alors, il arrive en garde à vue, cet homme. Le premier psy qui le voit dit son état est compatible. C'est pour ça que pendant quelques heures, il est en garde à vue. Ensuite, il y a un médecin qui l'examine en garde à vue. Ce médecin, s'il a un doute, demande l'avis d'un psychologue. Vous imaginez bien que, vu la médiatisation de l'affaire, par précaution, il a un doute. Donc, on l'envoie à l'infirmerie. Et pourquoi, 10 heures après, il est rapatrié en garde à vue ? Parce qu'en fait, son état général est compatible. C'est pas parce qu'il a un déséquilibre psychiatrique qu'il ne sait pas les actes qu'il pose et qu'il n'en est pas responsable. Et j'invite tous ceux qui en parlent à aller voir dans les tribunaux. Les tribunaux français sont pleins d'accusés qui ont des déséquilibres psychiatriques et pour lesquels aucun psychiatre n'a jugé qu'ils n'étaient pas responsables de leurs actes. Donc ce déséquilibre, s'il n'est pas établi, s'il n'est pas détaillé, ne veut
rien dire en réalité. Dernière question, Charlotte Dornelas. Il y a autre chose dans cette attaque, la sécurisation des transports, des gares, l'intervention qui a été rapide. Est-ce qu'il faut également là en retenir quelque chose, tirer une leçon? Je pense qu'il y a deux choses dans ce qui s'est passé dans la gare. Un, les héros anonymes dont on parle peu. Oui. Et là, en l'occurrence, des passants qui se sont jetés sur cet homme Oui. qui avait quand même un couteau et un marteau à la main. Les remercier. Et voilà, et dont certains ont été blessés, d'ailleurs, font partie des blessés. Et je pense qu'il est nécessaire de leur rendre hommage parce que dans tout le marasme ambiant, ils sont quand même un peu une raison d'espérer. Hein, le seul fait qu'ils se dressent et qu'ils y aillent. Et la deuxième chose, c'est les fameux agents de la sûreté ferroviaire qui sont intervenus, qui l'ont interpellé avant de le remettre aux forces de l'ordre, qui eux alertent depuis des mois et des années, notamment en vue des Jeux Olympiques, parce qu'ils n'ont pas les prérogatives nécessaires pour sécuriser correctement. Je vous donne deux exemples. Ils n'ont pas le droit d'intervenir sur les parvis autour des gares. Deuxièmement, ils sont armés avec des armes létales à la taille. Ils n'ont pas le droit d'avoir des armes intermédiaires. Donc, si vous voulez un drame en toutes circonstances, on continue comme ça. Troisièmement, ils n'ont pas le droit de réclamer une fouille visuelle d'un sac sans le consentement de la personne. Donc cet homme-là, s'il lui avait dit juste votre comportement est un peu bizarre en vertu de tout ce qui se passe dans le hall 3 dont on parlait, est-ce qu'on peut voir votre sac? S'il dit non, c'est non. Bon, il demande juste l'évolution sur ses prérogatives. Je pense qu'il serait temps de se pencher dessus. Alors, il y a un sénateur qui va l'examiner la semaine prochaine au Sénat. Ce ne sera pas réglé pour les Jeux Olympiques, peut-être pour les années à venir, on ne sait pas. Mais ça fait des années qu'ils alertent. C'est quand même utile de le préciser. Alors rappelons que, comme vous l'avez dit, Charlotte, qu'il y a un homme né en 1957 qui a 66 ans, dont le pronostic vital est toujours engagé à l'heure qu'il est pour un coup à l'abdomen, alors qu'il tentait de s'interposer. Pensez à cet homme. Il y a en tout 5 victimes.